Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est consacré à l'univers des énergies propres au sens large, renouvelables, hydrogène. On peut même inclure le segment de la clean tech et c'est Nicolas Royot qui est à mes côtés en plateau pour en parler, le co-directeur du bureau d'analyse de Portzamparc. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler des entreprises, bien sûr, de ce secteur, mais un mot de l'actualité politique qui marque cette journée avec cet accord obtenu il y a quelques heures au Parlement européen sur une nouvelle directive clé du Green Deal, du plan vert européen. Nouvelle directive qui relève, alors parmi les informations qu'on peut retenir, qui relève notamment l'objectif 2030 d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie en Europe à 42,5%. On est à un peu plus de 20% aujourd'hui, je crois, à l'heure actuelle, de consommation de renouvelables en Europe. Donc, il faut doubler cette part horizon 2030. De manière un peu globale, quelle réflexion est-ce que ça vous inspire, ce relèvement d'objectifs, et puis ce qu'on peut trouver peut-être comme équilibre dans ce texte et cet accord politique au Parlement européen? Oui, donc effectivement, déjà le relèvement est quand même assez significatif, 42,5. Avant, l'objectif c'était 32. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui en Europe on est à 22%, en France on est même en dessous, on est à 19%, donc c'est un objectif 2030, c'est quand même rapide, rapproché, donc ça va demander beaucoup d'investissement pour atteindre cet objectif-là. Les États n'étaient pas forcément favorables à un objectif aussi élevé. Les États militaient plutôt pour 40%, la Commission pour 45%. Donc au final, on a coupé le poire en deux. Exactement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais de toute façon, on sait qu'il faudra vraiment accélérer sur les énergies renouvelables, bien sûr pour le sujet climatique, mais aussi parce que la demande en électricité en Europe va fortement augmenter. On le voit aussi en France, quand on regarde les prévisions de RTE. D'ici à 2050, la consommation d'électricité devrait augmenter d'environ 35% selon le scénario médian et même jusqu'à 60% selon un scénario plus agressif. Donc tout ça va venir justement de l'électrification des transports, de l'industrie et de l'hydrogène. Donc pour répondre à ça, si on ne veut pas avoir encore plus recours aux énergies fossiles, d'un point de vue climatique ou géopolitique ou même économique, il faut forcément accélérer sur les énergies renouvelables. Derrière l'hydrogène, la question importante, c'était la question du traitement du nucléaire. Oui. Comme outil de production d'un hydrogène décarboné. Alors, je crois qu'on n'a pas le droit de dire renouvelable ou vert. Il n'est pas fossile, il n'est pas vert, il est bas carbone. De ce point de vue-là, le traitement spécifique qui a été accordé au nucléaire, c'est important dans le mix et dans la capacité à atteindre cet objectif de 42,5% 2030. Alors du coup, le nucléaire ne sera pas compris dans les 42,5%. C'est vrai que c'est un sujet dont on parlait depuis plusieurs semaines entre d'un côté la France et certains pays alliés qui voulaient intégrer l'hydrogène bas carbone, donc nucléaire, dans le renouvelable, et à l'inverse, l'Allemagne et d'autres pays qui s'y opposaient complètement pour ne pas associer le nucléaire au renouvelable. Au final, on arrive à un compromis qui est un petit peu compliqué, mais le nucléaire n'est ni considéré comme du renouvelable, ni considéré comme du fossile. C'est assez technique, mais les pays qui utiliseront le moins d'énergie fossile pour faire de l'hydrogène, c'est-à-dire moins de 23% en 2030, auront une exemption, c'est ça. Une réduction de 20% sur cette obligation d'hydrogène renouvelable. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'un pays comme la France, avec beaucoup de nucléaire, ne va pas forcément devoir construire des centrales éoliennes ou solaires pour faire de l'hydrogène, mais pourra utiliser le nucléaire et donc construire du solaire, de l'éolien pour faire de l'électricité pour d'autres usages. Si on en vient aux entreprises et au secteur des énergies propres en bourse que vous suivez précisément, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire de cet univers à la fin de ce premier trimestre 2023, si je redonne quelques éléments de perspective. Donc il y a eu la bulle verte de 2020, il y a eu la correction de cette bulle verte violente en 2021, puis est venu le déclenchement de la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, ou en tout cas la crise des hydrocarbures russes notamment, qui a relancé ce segment des énergies propres ou des énergies vertes avec une question de sécurité ou de souveraineté en matière d'approvisionnement. Où est-ce qu'on en a aujourd'hui de ce secteur sur le plan boursier? Qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux? Et est-ce que ces entreprises se sont structurées? Est-ce que les modèles économiques proposés par ces entreprises sont plus compréhensibles aujourd'hui par les investisseurs?
Alors boursièrement, c'est pas forcément. C'était un peu compliqué ces derniers mois pour différentes raisons sur les acteurs cotés, notamment parce que ce sont quand même des valeurs très endettées, donc sensibles au taux d'intérêt et la remontée des taux qu'on a pu connaître ces derniers mois. Donc avec des performances pas forcément extraordinaires, d'autant plus que de nombreuses entreprises ont dû lever des fonds, puisque, on le disait, les investisseurs maintenant connaissent bien le modèle économique, qui est intéressant dans le sens où c'est un modèle économique avec des contrats à long terme qui offrent de la récurrence, de la visibilité, des marges élevées, mais en contrepartie, il faut beaucoup d'investissement dans un premier temps, donc de la dette et des levées de fonds. Donc on l'a vu avec des Neoen, des Voltalia, d'autres acteurs qui ont levé des fonds récemment. Donc ça a pu également peser un peu sur la performance boursière, mais opérationnellement, c'est sûr que l'année dernière a ouvert beaucoup de perspectives, puisqu'on s'est rendu compte que l'énergie renouvelable avait beaucoup d'atouts, en dehors des atouts climatiques. C'est d'une part que c'est une énergie qui est locale, donc en termes géopolitiques, quand on veut réduire sa dépendance aux pays étrangers, c'est quand même intéressant. Et d'autre part, économiquement, aujourd'hui, avec la baisse des coûts qu'on a connue depuis une dizaine d'années, et la hausse du prix des énergies fossiles, aujourd'hui, le renouvelable est compétitif dans la quasi-totalité des pays. Donc c'est vraiment, opérationnellement, c'est extrêmement intéressant. Et la plupart des acteurs ont des gros pipelines, des gros objectifs de capacité installés. Donc il y a vraiment une très forte croissance devant nous, renforcée par tous les objectifs européens. Après, il y a encore des incertitudes, puisque récemment, il y a quand même eu un peu d'inflation sur les coûts des matières premières, donc les coûts de construction, et également un point qui est un peu en lien, qu'on peut mettre en perspective par rapport aux ambitions européennes à horizon 2030, c'est que 2030, c'est demain, et on sait par exemple en France, pour construire un parc éolien, il faut 6, 7, parfois 10 ans. Donc il y a vraiment un sujet là-dessus en France, mais également dans d'autres pays. De vitesse de déploiement des projets. Sur le processus réglementaire, administratif. Peut-être juste un chiffre. En France, aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 gigawatts d'éolien et il y a 14 gigawatts en attente de validation. Donc, si on veut accélérer, il faut donner des objectifs, mais il faut aussi permettre l'administratif projet de sortir. Il faut qu'aussi qu'en termes de connexion au réseau, RTE, tout ça suive. C'est pas juste il faut 42,5 et débrouillez-vous pour investir. Les entreprises veulent investir, puisqu'en plus aujourd'hui c'est vraiment rentable. Mais il faut les moyens d'être accompagnés sur l'infrastructure. C'est pas juste une question d'argent, parce que, et c'est peut-être la question de l'argent est peut-être la dernière question, parce que quand je vois la taille des levées de fonds, effectivement, des groupes comme Neoen ou Voltalia, on n'est pas loin à chaque fois du milliard d'euros quand même de levées de fonds. Oui, c'est des. Neoen, c'était 750, c'est ça, 750 millions, c'est ça. Voltalia, 500 millions. Ça devient quand même des levées de fonds très conséquentes. Oui, puisqu'ils ont des objectifs derrière en capacité installée horizon 3-4 ans qui sont extrêmement importantes, puisque le potentiel de marché est là. Et que là, il faut délivrer. Les taux de rentabilité des investissements sont également stables, ou en tout cas intéressants. Donc, aujourd'hui, on n'est plus dans une énergie subventionnée comme il y a quelques années. Les acteurs privés, vous parliez de Voltalia, aujourd'hui, la grande majorité de leur portefeuille n'est pas du tout subventionné. Donc, c'est plus une question d'argent aujourd'hui, c'est des moyens plutôt au niveau politique, réglementaire, qu'au niveau des entreprises privées. Le marché est prêt, adhère à ces levées de fonds. Enfin, l'exemple de Neoen ou Voltalia montre qu'il n'y a pas de problème pour lever ce genre de masse aujourd'hui dans le marché quand on est un acteur de ce secteur. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres à venir, des projets d'introduction en bourse. Là, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique un peu primaire justement pour ce secteur, Nicolas ? Alors, par exemple, pour Voltalia et Neoen, ce qui les a aidés, c'est aussi d'avoir à chaque fois un actionnaire de référence fort. Chez Voltalia, il y a la famille Mullier qui souscrivait à l'augmentation de capital. Chez Neoen, c'est Impala, la holding de Jacques Veyrat, donc il y a quand même des actionnaires forts. L'annonce de Neoen n'avait pas forcément été très bien accueillie, puisque effectivement c'était 750 millions et on attendait plutôt 600 millions. Et en face, le message sur les résultats, les perspectives de résultats n'étaient pas forcément claires ou bien à la hauteur de ce qui était attendu par le marché. Donc à court terme, il y a eu une déception, et le titre est en train de se reprendre. Mais voilà, ils ont réussi cette augmentation de capital. Mais voilà, maintenant, je pense que les investisseurs savent que ces acteurs-là, tous les 2-3 ans, ils vont revenir vers le marché parce qu'il y a des perspectives de croissance, parce que c'est des acteurs qui vont faire des progressions importantes de leurs résultats. Voltalia, cette année, va doubler son EBITDA. Neoen a fait des croissances de plus de 20% cette année et va continuer à des croissances à 2 chiffres maintenant sur des niveaux importants. Donc voilà, c'est embarqué, et on le voit également dans les introductions en bourse où effectivement ces 2 dernières années et encore 2023, la
plupart des introductions en bourse sont dans le secteur de la transition énergétique. Quels sont les dossiers dans l'univers que vous suivez qui peuvent profiter le plus? Alors, à la fois du cadre réglementaire, qui est toujours un levier important, mais plus généralement de l'ensemble des mesures publiques, nationales ou européennes qui sont mises en place, qui vont être mises en place, annoncées pour favoriser et accélérer la transition vers l'objectif 2030 déjà de 42,5% de renouvelables dans la consommation européenne. En dehors de ces acteurs-là, des purs producteurs d'électricité renouvelable, faut regarder aussi parfois du côté de leurs sous-traitants. Il y a une petite société qui s'appelle Entech Energy, qui va être un sous-traitant d'un Neoen, d'un Voltalia ou d'autres, qui va non seulement les aider à installer des parcs solaires, mais également des systèmes de stockage. Et ça, c'est intéressant parce que plus il y a d'énergie intermittente sur le réseau, plus il faut du stockage pour réguler et faciliter l'intégration de cette énergie renouvelable. Donc un acteur comme ça va forcément en profiter. Donc ça, c'est une société qui est encore petite, mais qui a une forte croissance et qui va se poursuivre. Également dans un autre secteur, mais qui a un même business model, c'est-à-dire avec beaucoup d'investissements au départ, mais derrière des contrats long terme et récurrents, des marges élevées, un acteur comme Waga, qui est dans le biométhane. Là aussi, au niveau européen, on a eu récemment un doublement des objectifs à horizon 2030 pour viser 35 milliards de mètres cubes de biométhane par an, donc ce qui est à peu près 10 fois le niveau actuel. Donc là, ce que propose Waga, c'est d'utiliser le biogaz des déchets pour faire du biométhane et pouvoir l'injecter dans le réseau. Et là aussi, gros avantage, c'est du gaz, exactement la même molécule que le gaz naturel qu'on importe de Russie ou de Norvège, mais c'est local. Et en termes de prix, c'est beaucoup plus stable que sur les marchés, que ce qu'on a connu ces dernières années. Merci beaucoup Nicolas pour cet éclairage sur les enjeux de ce secteur boursier des énergies renouvelables, des énergies propres, avec l'actualité politique du jour en Europe et ses objectifs relevés en matière de consommation d'énergie renouvelable pour 2030, 42,5%. C'est donc le nouvel objectif qui a été fixé par cet accord politique trouvé au sein du Parlement européen. Nicolas Royot, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, co-directeur du bureau d'analyse de Ports en Part. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain évidemment en direct à 12h30 sur Bismart.